Bonjour à toutes et tous et salut Antoine. Salut Démissif. Antoine de la chaîne L'Art de la Voix nous accompagne dans cet épisode avant de nous emmener découvrir le Tathib, l'art martial encore pratiqué de nos jours et qui remonte à l'Égypte antique. Si ce n'est pas déjà le cas, jetez un œil à l'introduction à l'Égypte antique que je vous ai faite, indispensable pour avoir un peu de contexte. Je vous ai mis le lien en description. Mais maintenant, je vais vous faire découvrir la société d'Égypte pharaonique. On s'imagine aisément une société pyramidale ultra hiérarchisée divisée en strates, en haut de laquelle on retrouve le pharaon et en bas de laquelle se trouveraient les paysans. Et en fait ce n'est pas le cas ? Plus ou moins, mais pas tout à fait. Le grand public a voulu simplifier la société d'Égypte pharaonique de cette manière parce qu'effectivement parler de société pyramidale en Égypte antique, c'est rigolo et très parlant. Dans les faits, la société égyptienne était effectivement hiérarchisée et pour le comprendre, on ne peut pas la dissocier de la religion omniprésente à l'époque. Sans entrer dans le fascinant détail de la religion d'Égypte ancienne, deux concepts permettent d'illustrer et de comprendre la société de l'époque. Ces concepts sont Maat et Isefet. Maat est un concept parfois incarné par une déesse qui représente principalement l'ordre, la morale, l'équilibre du monde, l'équité, la paix, la vérité et la justice. Le devoir absolu de Pharaon est donc de permettre à Maat de régner en Égypte et de triompher. En face de cela, Isefet cherche à détruire Maat et le concept est considéré comme étant la tendance naturelle de l'humain. Isefet mène donc au chaos, au désordre, au dévoiement et à l'injustice, bref, au mal pour les humains. D'accord, je comprends. Mais c'est quoi le rapport avec la société égyptienne ? Eh bien, il faut comprendre que c'est par l'entremise de Pharaon, incarnation divine sur terre du dieu Horus, roi de Haute et Basse Égypte, que les dieux du bien, entre guillemets, cherchent à faire en sorte que Maat soit une réalité pour l'humanité. De ce fait, le roi se trouvait donc effectivement solidement installé à la tête de la société, mais son rôle venait avec d'écrasants devoirs et attentes de la population dans son ensemble. Sa raison d'être et son côté divin faisaient qu'on attendait de lui qu'il soit en mesure de s'assurer de la prospérité de l'Égypte et de son peuple, comme vous l'avez compris. Pour illustrer cela, si l'on remonte aux origines de ce statut divin, certains égyptologues indiquent que les rois de la préhistoire d'Égypte antique étaient parfois sacrifiés, de manière rituelle bien évidemment, aux dieux dès lors que l'efficacité de leur pouvoir supposé divin déclinait. Imaginez un peu qu'on fasse ça aujourd'hui, j'en connais plus d'un qui aurait une fin de mandat tout à fait désagréable. Par la suite, selon l'égyptologue Cyril Aldred, ces traditions se sont traduites en cérémonies de rajeunissement, durant lesquelles on ne sacrifiait bien évidemment plus le roi, mais un animal ou parfois un roi symbolique, c'est-à-dire un gaillard ayant accepté d'être offert aux dieux et de les rejoindre plus tôt que prévu. En conséquence, lorsqu'un pharaon ne parvenait pas à assumer un certain nombre de ses devoirs, sa légitimité et même sa nature divine pouvaient être remises en cause. Vous comprenez désormais que ce rôle était autrement plus compliqué qu'on l'imagine. Par comparaison, dans l'Europe médiévale, on parlait de droit divin à régner. Le roi dans ce contexte n'était en rien un dieu ni une incarnation, mais bien un homme que Dieu aurait choisi, et à qui il aurait donné le droit de régner en mode « Ok poto, fonce, c'est toi le patron ». Je n'ai aucun doute sur le fait que, vous l'avez compris par vous-même, les devoirs imposés et attendus de ces rois du Moyen-Âge étaient donc bien différents. C'est sûr. Et du coup, pour le reste de la société ? Eh bien, c'est ensuite que cela devient plus compliqué que l'on aime le penser. Le modèle classique présente, comme nous le disions plus tôt, la société comme étant une pyramide, comme vous le voyez à l'écran. Néanmoins, c'est une perspective figée et donc tronquée de la société égyptienne, alors que le statut des individus au sein de cette société pouvait changer. Ce statut se définissait surtout par le niveau d'éducation de chacun. Ainsi, une personne éduquée avait une réelle chance de grimper les échelons, et ce jusqu'à de très hautes fonctions, tandis qu'une personne ne l'étant pas avait des perspectives plus limitées. Je vous explique tout ça dans un instant, pas de panique. Mais avant de me lancer, sur cette base, on peut imaginer deux groupes dans la société, obéissant bien évidemment à Pharaon. Les personnes éduquées d'un côté, et les personnes non éduquées de l'autre. Il y a donc d'un côté les personnes éduquées, dont les seules à théoriquement disposer d'un statut héréditaire font partie de la famille royale. Pour les autres, c'est loin d'être aussi simple. Ce groupe de personnes éduquées donc comprend le Tchati, c'est-à-dire le grosso modo premier ministre que certains appellent à tort un vizir, qui est un terme totalement anachronique lorsque l'on parle d'Égypte antique. Ensuite viennent les hauts fonctionnaires, dont certaines fonctions se trouvaient héréditaires de fait, bien que n'étant absolument pas un droit pour ces derniers. Cela s'appliquait lorsque le fils ou la fille en question avait reçu l'éducation pour et présentait les qualités requises. Puis vient la masse entre guillemets de ce groupe, formée par les fonctionnaires en tout genre, les prêtres, les scribes ainsi que les notables en tout genre, que ce soit les juges, les médecins et autres. Tout ce beau monde représente la structure de l'État et travaille de manière plus ou moins directe pour ce dernier. A l'origine, la totalité de ces fonctionnaires sont des scribes ou à défaut ont reçu une éducation leur permettant de savoir lire, écrire, compter et plus encore. Ensuite, il y a les personnes non éduquées. La majorité de ces personnes sont en pratique des paysans ou des travailleurs. Certains d'entre eux sont des artisans ou des marchands. Ces derniers ont généralement des compétences plus rares ou sont en mesure de générer une certaine influence et sont donc mieux perçus dans la société. D'autres parmi cette population font le choix de l'armée. Cette dernière était généralement formée d'un corps permanent et de levée en masse parmi les paysans et travailleurs lorsque le besoin se faisait sentir. La part de l'armée professionnelle a beaucoup évolué sous les différents empires. Le Nouvel Empire, étant le plus militariste, fut aussi la période durant laquelle l'armée professionnelle était la plus imposante, que ce soit en nombre ou en équipement. L'armée professionnelle était une opportunité pour les gens non éduqués de s'élever dans la société.
L'on pouvait débuter troupier, devenir porte-étendard, ensuite commandant d'une compagnie, puis par la suite se voir attribuer un poste de chef de la police locale, voire provincial. Ces derniers avaient bien plus de pouvoir et d'influence qu'un scribe de base par exemple, qui est pourtant éduqué. Certains d'entre vous doivent se dire « Eh mais il a pas parlé des esclaves !» Pas de panique, j'y arrive. Donc pour terminer, il existe un autre sous-groupe qui est à part et tout à fait mineur dans la société d'Égypte antique. Ce sont les prisonniers de guerre. Ces derniers, capturés suite à des campagnes militaires, étaient asservis bien qu'étant toujours considérés comme des êtres humains, et non des biens, et disposant donc de droits. Les Égyptiens cherchaient donc d'ailleurs à les assimiler. Néanmoins, ces derniers pouvaient racheter leur liberté en combattant dans l'armée de Pharaon ou se hisser vers un confort de vie plus important par le mérite. Et du coup, si j'ai bien compris, c'est eux les esclaves, c'est ça? Et non, parce qu'il n'y avait tout simplement pas d'esclaves à proprement parler en Égypte antique. Nous y avons consacré un épisode et je vous invite tous à y jeter un œil en cliquant sur le lien en description. Pour revenir donc à la société d'Égypte pharaonique, vous le constatez donc, c'est une société hiérarchisée et se voulant méritocratique, bien que ce constat ait ses limites du fait que tout le monde n'avait pas le même accès à l'éducation d'État, c'est-à-dire la formation socle, entre guillemets, de scribe. Voilà donc de quoi vous donner un aperçu de la société d'Égypte pharaonique. Il est évident qu'il y a eu de nombreuses adaptations et évolutions au fil des siècles, ou devrais-je dire des millénaires qu'a connu cette civilisation, sans pour autant franchement chambouler ce modèle. Et ça c'est pour la simple et bonne raison que dans son ensemble, elle convenait tout à fait aux gens. Le but était d'atteindre la prospérité de chacun au travers de Maat, et la société était organisée pour cela. L'on ne parle pas ici de richesse individuelle, mais de possibilité à vivre une vie agréable et relativement confortable en Égypte, but pour lequel chacun avait un rôle, une contribution réelle et sa place. Celui qui n'y contribuait pas ou trichait était considéré comme étant au service d'Isefet, un dévoyé quoi. Et lorsque la justice s'en mêlait, elle n'avait guère de pitié pour ceux qui par leurs actions ou inactions permettaient à Isefet de gagner du terrain, que la personne soit haut fonctionnaire ou paysan n'influait théoriquement pas. Les sanctions étaient les mêmes pour tout le monde. D'ailleurs, les Égyptiens considéraient par exemple que les troubles des périodes intermédiaires étaient des périodes durant lesquelles Isefet avait pris le dessus. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de la sagesse d'Égypte antique. Bien que leur modèle social soit loin d'être parfait, son mode de fonctionnement et les idéaux l'ayant bâti sont particulièrement intéressants et instructifs. L'intérêt de l'histoire, de manière générale, c'est qu'elle est en quelque sorte un grand livre théorique du genre humain, avec ses réussites et ses échecs, ses heures sombres, grises et lumineuses. Tout cela, en plus d'être objectivement fascinant, nous permet de tirer des leçons sur le fonctionnement du genre humain. Sur ce, je rejoins le temps d'un épisode Antoine sur sa chaîne pour parler du Tatib. A tout de suite!